Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre qui bouscule pas mal nos certitudes sur l'éducation. Il s'agit de Éduquer sans punition ni récompense de Jean-Philippe Faure. Et il propose une vision radicalement différente, une toute autre manière d'accompagner les enfants. Alors pour bien planter le décor, accrochez-vous à cette citation de l'auteur. C'est assez percutant. Pour lui, ce qu'on appelle l'éducation, loin de nous aider à nous épanouir, serait en fait une sorte de processus qui nous apprend à ne plus écouter ce qu'on ressent, à nous couper de nous-mêmes. C'est vraiment ça la pierre angulaire de toute sa réflexion. Ok, alors voilà le programme pour explorer tout ça. On va d'abord se pencher sur sa critique de l'éducation, ce qui ne va pas selon lui, puis on parlera du fameux piège des punitions et des récompenses. Ensuite, on verra comment on peut passer de l'erreur à une opportunité, et on découvrira le pouvoir de ce qu'il appelle la présence. Bien sûr, on se posera la question cruciale des limites, et tout ça nous amènera vers une vision complètement renouvelée de l'apprentissage. Allez, c'est parti pour la première section, on va parler de cette éducation défaillante. Et il faut bien comprendre que pour Jean-Philippe Faure, ce n'est pas juste une idée en l'air, une théorie. Non, tout ça, ça vient de son propre vécu, de son expérience personnelle et apparemment assez douloureuse de l'école. En fait, il raconte un truc assez frappant. Il dit qu'en sortant de l'école, il était capable de réciter des déclinaisons par cœur, mais qu'il était complètement incapable de mettre des mots sur ce qu'il ressentait. L'école, selon ses propres termes, l'aurait transformé en illettré émotionnel. Elle aurait étouffé sa curiosité, l'aurait rendu sourd à ses propres émotions, bref, une vraie déconnexion avec qui il était vraiment. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire. Le gros morceau de sa critique, le système de punition et de récompense. Pour l'auteur, c'est là le vrai problème. Pourquoi ? Parce que ça vide nos actions de tout leur sens. Ça nous conditionne à agir, non pas parce qu'on pense que c'est juste, mais soit par peur de la sanction, soit pour obtenir la carotte. Et pour que ce soit bien clair, il utilise une petite histoire, une anecdote qui est juste génial. Imaginez la scène. Un jour, il est pressé, il saute dans le tram avec son fils, sans ticket. Le trajet se passe, ils arrivent à destination, ils descendent. Donc là, plus aucun risque de se faire contrôler, on est d'accord. Et pourtant, que fait-il ? Il se dirige vers la machine pour acheter le billet qu'il n'a pas pu prendre avant. Et c'est à ce moment-là que son fils le regarde tout étonné et lui pose la question qui tue. « Mais papa, pourquoi ? On ne risque plus rien maintenant. » C'est terrible en fait. Cette petite phrase, l'air de rien, elle montre que le gamin a déjà tout compris. Enfin, tout compris du système. L'idée, ce n'est pas d'agir parce que c'est juste, c'est d'agir pour éviter la punition. Et là, comme le risque a disparu, l'action de payer n'a plus aucun sens à ses yeux. Voilà, cette histoire, elle met le doigt sur la différence fondamentale. D'un côté, on a l'action motivée par la peur, j'achète mon ticket pour pas me prendre une amende, et de l'autre, l'action motivée par le sens, j'achète mon ticket parce que je veux soutenir ce service de transport public que je trouve utile. On voit bien que la motivation profonde, le pourquoi on agit, ça n'a juste rien à voir. Ok, donc on a vu le problème, maintenant, comment on en sort ? Comment on change de paradigme ? La toute première étape, selon Faure, c'est de s'attaquer à un concept qui est au cœur de notre système, l'erreur. Pour lui, la façon dont on voit l'erreur est l'une des choses les plus destructives qui soient. Depuis tout petit, on est formaté comme ça, non ? Il y a le juste et il y a le faux, les bonnes réponses et les mauvaises, point. Le problème avec cette vision binaire, c'est que ça génère une peur constante. La peur de se tromper, la peur d'être jugé. Et cette anxiété, au final, elle paralyse complètement l'envie d'apprendre et d'oser. Alors, ce que Faure propose, c'est de jeter ce vocabulaire à la poubelle. Fini le juste et le faux. À la place, il suggère d'utiliser un cadre beaucoup plus neutre et même plus curieux. On parlerait de résultats attendus et de résultats inattendus. Ça change tout, en fait. Et ce changement de mot est loin d'être anodin. Parce qu'un résultat inattendu, ce n'est plus une faute. C'est une surprise, une sorte de pépite. C'est une occasion en or pour l'élève et pour l'accompagnant de se poser la question ensemble. Tiens, c'est marrant, comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat ? L'erreur n'est plus un mur, elle devient une porte d'entrée vers une nouvelle exploration. Bon, on a vu le diagnostic, le problème, et on a une première piste pour changer notre regard. Mais en pratique, au quotidien, comment on fait ? C'est là qu'on va aborder les outils concrets, des outils qui sont très inspirés de la communication non violente. En fait, tout son système repose sur deux grands piliers, deux compétences clés. Le premier, c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité d'écouter l'autre pour de vrai, sans jugement, juste pour comprendre ce qu'il vit. Et le deuxième pilier, c'est ce qu'il appelle la présence, ou l'authenticité. C'est le courage de dire ce qui se passe pour soi, ses émotions, ses besoins.
Et attention, il faut bien comprendre ce qu'il entend par empathie, parce que souvent on confond. L'empathie, ce n'est pas donner des conseils, ce n'est pas chercher à tout prix une solution, et ce n'est surtout pas ramener la conversation à soi en disant « Ah oui, moi aussi ça m'a arrivé ». Non, la vraie empathie, c'est juste être là, créer un espace de sécurité, une écoute totale, pour que l'enfant se sente vraiment, profondément entendu et accepté comme il est. Ok, on arrive à la grande question, celle qu'on se pose tous, inévitablement, avec ce genre d'approche. Attendez, éduquer sans punition, ça veut dire plus aucune limite, plus de règles, c'est l'anarchie quoi. C'est une crainte tout à fait légitime, et l'auteur le sait bien. Il y répond de manière très claire en expliquant que non, l'absence de punition, ça n'a rien à voir avec du laxisme. En fait, c'est même tout le contraire. Pour bien comprendre, il nous invite à faire une distinction super importante entre deux types de limites. D'un côté, il y a ce qu'il appelle les contraintes, des règles arbitraires, imposées d'en haut, juste pour obtenir l'obéissance. Et de l'autre, il y a les repères. Là, c'est différent. Ce sont des balises stables qui sont là pour servir les besoins de tout le monde. La sécurité, le respect, etc. Un repère, du coup, ce n'est pas juste une interdiction qui tombe du ciel. Non, c'est un cadre qui est clair et surtout qui a du sens. Pourquoi ? Parce qu'il protège un besoin réel. Un exemple tout simple. La règle, on attend que l'autre ait fini de parler pour prendre la parole. Ce n'est pas une contrainte pour faire taire les enfants. C'est un repère qui sert le besoin de chacun d'être écouté jusqu'au bout. Et concrètement, poser des repères, ça ressemble à quoi ? Eh bien, ça peut être d'exprimer ses propres besoins très clairement, du genre « là, je suis vraiment fatigué, après 21h, j'ai besoin de calme ». Ça peut être aussi de négocier ensemble certaines règles de la vie de famille ou de la classe. C'est aussi clarifier ce qui, pour le coup, n'est pas négociable, souvent pour des questions de sécurité. Et puis, et ça c'est la clé, toujours expliquer le pourquoi, le sens derrière la demande. Alors tout ça, c'est bien beau, mais pour aller où ? Quel est le but de tout ça au final ? Si on laisse tomber cette logique de soumission, qu'est-ce qu'on espère voir grandir ? Quel genre de personne ? C'est un peu ça la nouvelle vision de l'apprentissage qui nous est proposée pour finir. L'idée, ce n'est plus du tout de fabriquer des gens obéissants, qui cochent les cases et qui se conforment à ce qu'on attend d'eux. Non. L'objectif, c'est de permettre à des individus de devenir vraiment autonomes, des personnes qui sont sensibles, connectées à ce qu'elles ressentent, mais aussi à ce que les autres ressentent, des personnes créatives, empathiques et capables de coopérer. Au fond, si on devait résumer, c'est vraiment un changement de posture radical. On quitte un modèle vertical, un modèle de pouvoir où l'adulte est en haut et l'enfant en bas doit obéir, et on passe à un modèle horizontal, un modèle de relation qui est basé sur la connexion, sur l'écoute et sur un respect qui va dans les deux sens. Et on va terminer avec cette question, une question qui reste en suspens et qui finalement résume tout. Et si depuis le début, le véritable objectif de l'éducation, ce n'était pas la conformité, mais la connexion ? Voilà de quoi réfléchir. C'est ici que se termine notre plongée dans les idées de Jean-Philippe Faure.